C'était dans le journal. Le lundi 10 février 1845, le couperet de la guillotine tranchait la tête de Jean-Pierre Isidore Delton. Il était né à Metz le 1er janvier 1821. Sa courte vie ne lui avait pas permis de se souvenir de ses parents, Jean-François Victor Delton, et de sa mère, Marie-Louise Farcy, tous deux décédés sans laisser de traces autour de l'année 1825. Cette enfance hors des liens et de l'éducation familiale le conduira le mardi 27 août 1844 au tribunal de Versailles, à la juridiction criminelle de la cour d'assises de Seine-et-Oise, sous la présidence de l'intraitable juge Esparbès de Luçon. Les audiences des 27 et 28 août 1844 jugeront Jean-Pierre Delton pour un double assassinat suivi de vol. Cette histoire de village pendant la France de Louis-Philippe méritait de la raconter. Plus précisément, deux hommes sont assis sur les bancs de la cour d'assises. Jean-Pierre Delton comparaît sous l'accusation d'un double assassinat commis au mois de février 1842. Des poursuites avaient été initiées contre lui, mais il avait été remis en liberté faute de charges suffisantes. Arrêté et condamné pour d'autres méfaits, il s'était maladroitement confié auprès de prisonniers qui l'auront trahi de ses actes passés. L'instruction pour meurtre est donc reprise dans la suite des aveux de ses compagnons d'infortune. C'est Eugène Charles Gontard, né en 1823 à Étampes, qui est assis sur le même banc que Delton. Il n'a à répondre qu'à une accusation de vol avec circonstances aggravantes. Après l'interrogatoire des deux accusés, le président annonce la lecture des deux actes d'accusation rédigés par le procureur général. Le premier acte d'accusation est relatif à l'assassinat de deux habitants du village de Courdimanche, et il rapporte les faits. La veuve de Joie, née Françoise Pélagie Baudouin, âgée de 76 ans, habitait depuis longtemps la commune de Courdimanche. Ses enfants s'étaient mariés, partis. Elle était restée seule dans sa maison. Cette dame jouissait d'une fortune conséquente. Elle possédait de nombreuses terres qu'elle louait à des exploitants. L'un de ses fermiers, Jacques Périgot, payait à lui seul 1500 francs par an. Dans les derniers mois de l'année 1842, la veuve de Joie avait été expropriée d'une partie d'un champ pour le passage de la nouvelle route départementale reliant Arpajon jusqu'à Malesherbes. Elle avait reçu une indemnité estimée de 1700 à 1800 francs. On savait dans le pays que la veuve de Joie avait beaucoup d'argent et faisait peu de dépenses. Au mois de novembre 1841, l'économe veuve de Joie s'était décidée de prendre à son service Marie Trullier, veuve Michaud, âgée de 67 ans, pour tenir sa maison. Cette maison donnant sur la rue était entourée de hauts murs de 2 mètres de haut. On entrait dans la propriété par une grande porte ouvrant sur la cour. De l'autre côté de la cour, une petite porte donnait vers les terres de culture. La maison se composait au rez-de-chaussée de la chambre, qui possédait une alcôve à 2 lits, servant à la dame de Joie et à sa servante, la veuve Michaud. Une seconde chambre, contiguë à la première, renfermait plusieurs meubles. Ces 2 chambres donnaient toutes les 2 sur la cour. Le dimanche
27 février 1842, vers 9 heures du matin, Eugénie Périgot, fille d'un fermier locataire de la veuve de Joie et locataire d'une partie de sa maison, se présenta comme elle en avait l'habitude pour descendre à la cave que louait son père. Elle ouvrit la petite porte de la cour et à peine avait-elle fait quelques pas qu'elle aperçut à terre une clé et un serre-tête ensanglanté. Fort effrayée, elle retourna de suite chez ses parents. L'autorité légale étant avertie, il y eut constat d'un double crime. L'acte d'accusation retrace l'état dans lequel on a trouvé les cadavres de la ferme de Joie et de sa domestique. L'examen de l'appartement ainsi que des dépendances de la maison ont permis de retracer que dans la nuit du samedi au dimanche, vers 11 heures du soir, alors que la veuve de Joie et sa domestique étaient couchées, l'auteur des crimes, après avoir suivi la route d'Arpajon, l'avait quitté à quelque distance en avant de la maison. Il avait traversé le terrain attenant à la propriété, avait escaladé le mur de clôture à l'aide d'étreillages, arraché l'un des barreaux de fer d'une fenêtre, escaladé pour pénétrer, puis forcé une armoire. On reconstitua que quand la domestique fut réveillée par le bruit, elle s'est levée, a voulu traverser la cour pour ouvrir la grande porte et appeler au secours. C'est à ce moment qu'elle a été tuée à coups de barre de fer, puis traînée dans la chambre de sa maîtresse. L'assassin a ensuite étranglé la veuve de Joie dans son lit, après l'avoir frappée avec un instrument tranchant. C'est ensuite qu'il put librement fouiller dans les meubles et s'emparer de l'argent qu'il convoitait. On ignore l'importance de la somme emportée, mais on peut croire qu'elle n'a pas été considérable, puisqu'on a retrouvé dans la maison des valeurs s'élevant à 1811 francs. Dès que l'assassinat de la veuve de Joie et celui de sa domestique furent connus aux alentours, la vindicte désigna sans évoquer un doute Jean-Pierre Delton. Delton, âgé de 21 ans, en 1842 habitait Metz, à 2 kilomètres de Courdimanche. Orphelin dès sa première enfance, il avait été confié à son aïeule maternelle, une femme très âgée, dépourvue de moyens autant que de l'attachement qui aurait été nécessaire pour élever son petit-fils. De son enfance et de sa première jeunesse, on sait que Jean-Pierre Delton parcourait les campagnes en quémandant l'aumône pour se nourrir. Souvent, il s'était présenté chez la veuve de Joie, dont il connaissait la belle maison. Il voyait que cette dame jouissait d'aisance et de beaucoup d'argent facile. Poussé par sa condition, Jean-Pierre Delton avait de fait toujours mené une conduite qu'il faisait juger être mauvaise. À peine âgé de 17 ans, il s'était déjà fait condamner à 2 années d'emprisonnement pour vol. À son retour de peine, face à la vindicte et au regard, Jean-Pierre Delton avait pris conscience que vivre à Metz ne pouvait plus lui être tenable et qu'il lui faudrait s'éloigner de son village. Cependant, depuis le commencement de l'année 1841, il avait pu trouver un emploi qui le retenait, terrassier sur le chantier de la nouvelle route d'Arpajon à Malesherbes, route qui borde en proximité de l'habitation respectable de la dame de Joie. Il savait qu'elle avait vendu de grandes surfaces pour l'établissement de la route et qu'elle avait dû recevoir les indemnités. Le 20 février 1842, au tirage au sort des jeunes conscrits dont Delton faisait partie, il se livra plus que jamais à l'abandon de la boisson en parcourant les communes du canton de Metz. Le 26 février, à 5 heures du matin, l'esprit embrouillé, il quitta son domicile sans savoir exactement de quel côté il devait diriger ses pas. Il se rendit à la Ferté-Alais en passant par Vert, Boutigny et autres lieux. À la chute du jour, il se retrouvait à Courdimanche. Il s'arrêta chez le nommé Martin Camion, travailleur journalier comme lui, un homme connu pour être malfamé et qui sera condamné pour complicité de vol en 1844. C'était un personnage qu'il connaissait dans le lien des hommes de peine sur le chantier de la nouvelle route. Martin Camion lui offrit un verre de vin que Delton repoussa dans un premier temps en racontant qu'il avait tant bu depuis sa conscription que le vin lui sortait par les yeux. Delton et Camion se lamentèrent ensemble de leur vie misérable sur le chantier, de leur salaire aussi ingrat que le travail.
Delton confia son désir de partir pour aller à Paris. Seulement, il n'avait pas les 20 francs pour se payer le transport. Il était 6h30 ou 7h du soir, la nuit était tombée. Martin Camion invita Delton à retourner chez lui. Delton répondit qu'il désirait ne pas être vu de retour à Metz avant la nuit profonde, habitué qu'il était à se cacher. Ainsi, le samedi 26 février, entre 9h et 10h du soir, Delton était toujours chez Camion à refaire le monde, et à boire sans doute. Et suivant la déclaration de Jean Chapon, journalier à Bunau-Bonneau, également de passage chez Martin Camion, Delton lança l'idée à Camion d'aller régler ensemble un sort à Madame de Joie. Devant le recul de Camion, Delton eut un geste énergique en disant « Eh bien, j'irai tout seul ». Sorti de chez Camion, à 10h30 du soir, Delton sera aperçu en direction de la maison de la Dame de Joie. Dans le terrain attenant, les enquêteurs ont relevé au lendemain du crime des traces de chaussures d'homme, parcourant depuis la route et jusque derrière la maison. Le dimanche 27 février, vers 8h du matin, la grand-mère de Jean-Pierre Delton, pourtant âgée de 83 ans, a été vue aller à la rivière avec une boîte remplie de linge et un battoir. Il lui fallait un motif puissant pour se livrer à un pareil travail à son âge, dans une saison aussi froide et un jour de dimanche. Elle allait laver le linge de son petit-fils qui était plein de sang. Plusieurs de ses voisines la virent passer. L'une d'elles lui dit qu'elle aurait bien froid, ce à quoi la vieille dame répondit « Ah, je ne sais pas ce que mon gourmand de garçon a fait cette nuit, mais il est revenu plein de sang. Il en avait jusque sur sa chemise. » Malgré les précautions, on saisira un mouchoir taché de sang, une blouse également tachée de sang, cachée sous le lit de Jean-Pierre Delton. Enfin, il portait un vieux pantalon, son seul pantalon, tout taché de sang, vieux pantalon en loques qui n'en était que le reste de la doublure. Tous les indices étaient accusatoires. Jean-Pierre Delton, dans ses déclarations, défendit qu'il était innocent. Il soutenait que s'il avait rendu visite à Martin Camion le 26 février, c'était pour lui proposer un demi-mètre de pierre dont il ne pouvait personnellement pas avoir l'usage. Il affirmait qu'à 7h30, il était sorti de chez Camion et qu'à la même heure, il avait souhaité le bonsoir à 4 hommes, cultivateurs croisés dans les champs sur le chemin qui reconduisait à Metz. Delton a déclaré qu'à 8h, il était arrivé chez sa grand-mère, s'était couché et que le lendemain matin, pour s'éviter les habituels reproches de ses sorties, il était parti se réfugier, se coucher dans le grenier de la Dame du Vent, sa tante, où il était resté jusqu'à 10h du matin. Il a soutenu qu'il n'avait pas de vêtements tachés de sang, à l'exception de son mouchoir, et que les taches provenaient d'un saignement de nez ou d'une bagarre postérieure au crime. Il déclara que la blouse qui appartenait à son frère et son vieux pantalon avaient été tachés quand il avait tué le porc du maître de son frère. La défense de Jean-Pierre Delton était confirmée par la déclaration de sa grand-mère, qui soutiendra que le dimanche 27 février, elle n'était pas sortie de chez elle et qu'elle n'avait aucun linge ou vêtements. Nonobstant ces déclarations maladroites, il sera établi par les témoignages du voisinage que Delton avait dégouché pendant la nuit du 26 au 27 février, qu'il était rentré qu'à 5h du matin, le dimanche 27, et qu'à 10h, il était effectivement dans le grenier de la Veuve du Vent. La procédure d'enquête a finalement confirmé que le dimanche 27 à 8h du matin, la Veuve Delton était effectivement à la rivière avec du linge et un battoir. Le 22 mars 1842, peu d'instants avant sa première arrestation, Jean-Pierre Delton reprochait à sa grand-mère les propos qu'elle avait tenus en lui disant « Qu'aviez-vous besoin de dire cela? Ne pouviez-vous pas dire que vous alliez laver des mouchoirs ?» Il a également été établi que l'accusé n'avait jamais été vu saignant du nez. Si Delton avait eu des querelles, elles n'avaient pas été accompagnées d'un souvenir d'effusion de sang. Les indices flous noués autour de Delton aboutirent à une ordonnance de non-lieu rendue le 7 septembre 1842, et Jean-Pierre Delton fut remis en liberté.
Plusieurs mois de vie calme s'écoulèrent. Le 30 novembre 1842 à Étampes, Jean-Pierre Delton épouse Rose Arsène Malaquin, née le 17 février 1823 à Angerville. Mais dès le courant du mois de juin 1843, on le surprend à voler de nouveau, alors qu'il pénétrait dans une maison habitée. Le tribunal correctionnel d'Étampes le condamna à 2 ans d'emprisonnement et la cour d'assises de Versailles ajouta 5 ans de la même peine. C'est pendant cette détention pour vol dans la maison d'arrêt d'Étampes que Jean-Pierre Delton fit la connaissance d'un nommé Mathieu, détenu comme lui pour vol. À Étampes, comme dans toutes les prisons, les relations entre les détenus s'établissent dans les ascendances et les soumissions à la brutalité. Delton, pour se rehausser, raconta à son camarade de cellule les crimes qu'il avait commis, et notamment le double assassinat de la maison de Joie. Il en raconta tous les détails, l'heure, l'entrée dans la maison, l'assassinat des 2 femmes, l'effraction des meubles, le vol de l'argent. Il affirma que c'est son fidèle petit couteau poignard dont il s'était servi. Mathieu lui ayant demandé si la domestique était jeune, Delton répondit « Oh, c'était une vieille fille, elle a fait ouf !» Et ça a été fini. Delton refit à 3 reprises et dans les mêmes termes sa confidence. Cependant, au-delà de lui apporter le respect espéré, ses propos l'avaient fait trop craindre par celui qui l'avait écouté, terrifié qu'il le soit tué à son tour. C'est dans cette peur que Mathieu alla révéler les aveux de Delton, aveux qui par ailleurs avaient été captés et seront confirmés par un autre détenu, nommé Loyer. C'est ainsi que les poursuites pour assassinat furent réengagées contre Jean-Pierre Delton, qui fut aussitôt transféré dans une autre cellule où se trouvait Eugène-Charles Gontard. L'union de leur privation d'espoir les décidèrent à s'évader pendant la nuit du 14 au 15 mai 1844. Le 15 mai, entre 9h et 10h du soir, on les surprend à dérober 6 marteaux à rhabiller les meules de Moulins sur une voiture de Louis-Étienne Doré, le meunier de Cernay, qui s'était arrêté sur la route à la porte de Jean Citron, commissionnaire. 4 de ces marteaux furent jetés dans un champ voisin. À l'aide des 2 autres, Delton et Gontard, forcèrent la porte d'une cour dépendante de l'habitation des époux Coquet, propriétaires demeurant au lieu-dit du pressoir de Boutigny, et dans laquelle se trouvait du vin et des comestibles. Après y avoir bu et mangé, les 2 complices s'emparèrent d'un pain pesant 5 kg, de 2 fromages et d'une cruche contenant 4 litres de vin. Le lendemain, vers 7h du soir, ils se cachaient dans la forêt sur le chemin de Boutigny à Milly. Vers la même heure, un marchand de casquettes, Nicolas Boissellerie, sa femme et son fils, passaient revenant du Milly et retournant chez eux à Fontainebleau. Ils furent assaillis au cri de « Halte là! Il nous faut de l'argent et des habits !» Delton était armé d'un couteau ouvert et Gontard d'un bâton qu'il tenait levé. Boissellerie composa avec eux et parvint à obtenir qu'ils se contentent de lui prendre 2 casquettes neuves en échange de leur vieille coiffe décousue. Ils ne quittèrent la famille Boissellerie que pour se remettre à la poursuite d'une femme Sylvain et de son fils âgé de 15 ans, qu'ils venaient de rencontrer et qu'ils avaient d'abord laissé passer tranquillement. Voyant accourir les 2 hommes vers eux, le jeune Sylvain et sa mère abandonnèrent l'âne qu'ils conduisaient. Ils prirent la fuite, mais Delton, toujours armé de son couteau, les atteignit promptement. Il fouilla les vêtements de la femme Sylvain et du fils. Il n'y trouva rien. Le fils Sylvain, pendant les recherches faites sur sa mère, appelait au secours, mais, menacé du coup de bâton, il avait fini par se taire, tandis que Gontard fouillait de son côté les paniers de l'âne et n'y trouvait rien non plus. Ces agressions seront avouées par les accusés. Gontard avait d'abord essayé de les nier, mais devant l'invraisemblance de ces dénégations, il renoncera à son système de défense tout en persistant à nier sa participation au vol des marteaux, fait sur lequel il est démenti par Delton et par un témoin qui les a vus quelques instants avant le vol, non loin de la voiture du meunier. Gontard, dans l'interrogatoire d'après son arrestation, a déclaré que sortant de Boutigny et traversant la commune de Courdimanche pour se diriger vers Fontainebleau, Delton lui avait désigné la maison de Madame de Joie en avouant à Gontard qu'il était l'auteur des crimes et du vol.
Les aveux faits par Delton à Mathieu et Gontard seront confirmés par leur serment devant un juge d'instruction. Les indices criminels présentés lors de la première instruction se refermaient sur la culpabilité de Jean-Pierre Delton. Après la lecture des actes d'accusation, Monsieur le Président procède à l'interrogatoire de Delton. On a saisi sur vous un couteau, un beau couteau. Quand avez-vous appris l'assassinat de la veuve de Joie? C'est une petite fille qui me l'a dit quand je revenais de Gironville. À quelle heure avez-vous rencontré Chapard? Je ne le connais pas. Il vous a accosté en ces termes. Est-ce que c'est vous qui avez assassiné la veuve de Joie? Il n'a pas tenu ce propos-là. Connaissez-vous Beauvais? Non. Vous avez été arrêté à Champbaudet où résidait Beauvais? Je ne sais pas. Vous êtes marié? Oui, monsieur. Vous avez dit à votre femme que la nuit, vous étiez tourmenté par un fantôme qui vous trépignait. N'était-ce pas celui de la veuve de Joie? Non, monsieur, c'était celui d'une demoiselle avec qui j'avais de l'amitié et qui s'appelait Rosa. J'ai encore son nom gravé sur mon bras. On m'a dit qu'elle était morte, même que j'avais eu un enfant avec elle. Mais vous étiez crié à votre réveil, cela me tourmentera toute ma vie. Et cela ne s'applique guère à une personne avec qui on aurait eu des relations. J'ai rêvé de Rosa, et non de la veuve de Joie. Enfin, dans l'esprit de votre femme, c'était l'effet des remords. Vous parliez de la femme de Joie. Si ma femme a dit cela, c'est qu'elle m'en veut. Rose Arsène se remariera en 1854. Le détenu Mathieu dit que vous lui aviez avoué le crime. Je n'en sais rien. Je lui ai toujours dit que j'étais innocent. Mathieu a prétendu que vous lui aviez avoué que la femme de Joie avait fait couf et que c'était fini, que votre grand-mère avait lavé vos vêtements et que vous aviez fait des paiements le lendemain du crime. Mathieu a menti. Vous avez arrêté sur un grand chemin une femme avec un enfant sur un âne. Vous avez voulu les voler. Oui, monsieur, mais nous n'avons pas voulu leur faire de mal. Un court dimanche, vous avez montré à Gontran la maison de la femme de Joie en lui disant « C'est là que j'ai tué cette pauvre femme. » Non, monsieur, je n'ai pas dit cela. On fait retirer Delton et on procède à l'interrogatoire de Gontard. Vous avez été condamné plusieurs fois pour vol. Oui, monsieur. Vous êtes allé avec Delton en sortant de prison voler des marteaux et une voiture sur la route. Oui, monsieur. Vous avez rencontré une jeune fille. Oui, monsieur Delton était entré dans un moulin pour y voler. Vous êtes introduit chez Coquet, vous avez pris du vin. Oui. Ensuite, où êtes-vous allé? Dans un petit bois. Là, Delton m'a dit, il faut que je te dise la vérité, c'est moi qui ai assassiné la femme de Courdimanche et sa domestique. Au moment où nous allions nous quitter, nous avons eu un différend et nous nous sommes battus. Je vous engage à dire la vérité. Il ne faudrait pas, dans le but de vous rendre intéressant, charger par des mensonges l'accusé Delton. Vous feriez mieux de revenir à la vérité, si vous ne l'avez pas dit jusque-là. Je ne puis pas dire autre chose. Après les interrogatoires des accusés le mercredi 28 août 1844, on passe à l'audition des témoins. Ces derniers viennent confirmer les faits relevés par le ministère public. Maître Lafolotte, substitut, soutient énergiquement l'accusation. Maître Delaumière présente la défense de Delton. Maître Biston présente celle de Gontard. Après le résumé du président, le jury entre dans la salle des délibérations à 10h40. Il en ressort à minuit 5 avec un verdict de condamnation des deux accusés. Des circonstances atténuantes sont admises, en faveur de Gontard seulement. Une profonde sensation accueille le verdict. Jean-Pierre Delton est condamné à mort et Eugène-Charles Gontard à 6 ans de réclusion. Delton se retire en sanglots en protestant de son innocence. De la dernière période d'incarcération de Delton, la Gazette des tribunaux nous a laissé quelques écrits, dont un pour relater un incident survenu avec l'un de ses co-détenus. Jean-Pierre Delton et Jean-François Grasset, lui aussi condamnés pour assassinat et vol, avaient froid. Ils étaient ferrés aux pieds et aux mains et on les avait amenés près d'un poêle.
Le concierge leur a fait dégager les mains. Delton, naturellement bavard, harcelait de ses narrations et de ce qu'il appelait ses exploits. Son compagnon d'infortune, qui silencieux et absorbé, s'irrita bientôt de la conversation. Delton s'était vanté de son talent à jouer de la fourchette, talent qui consiste à crever les yeux d'un adversaire avec les doigts fortement tendus. Grasset lui répondit qu'il saurait bien se défaire d'un sujet comme lui, si jamais il en venait là. Delton ayant répondu par une injure et Grasset par une menace, le premier porta à l'autre un coup de la fourchette. Grasset, esquivant le coup, s'élança aussitôt. Il saisit Delton par les deux bras, le renverse sans lâcher prise, et avec ses dents, lui marche et déchire ses vêtements pour atteindre la chair du bas-ventre qu'il tordait déjà. On accourut au rugissement que la douleur arrachait à Delton qu'on délivra. « Il était temps, » dit Grasset. « Encore quelques secondes, et je lui ouvrais le ventre. » Après cet événement, les deux condamnés ne se verront qu'au jour du dénouement final. Versailles, le lundi 10 février 1845. Le bruit s'était répandu que Delton, condamné dans la session du mois d'août dernier, et Grasset, condamné dans celle de novembre, devaient aujourd'hui subir leur peine. Eux-mêmes en avaient la certitude. Les visites plus assidues, les exhortations plus présentes de l'abbé Pétigny, meunier des prisons, leur faisaient pressentir que le moment suprême approchait. Tout se répétait comme pour l'exécution de Ponce, au mois de novembre dernier. Néanmoins, tous deux se contenaient dans une grande fermeté pendant la journée et parurent dormir assez tranquillement pendant la dernière nuit. Au matin, lorsqu'on vint les prévenir, ils étaient prêts. Jean-Pierre Delton, surtout depuis sa condamnation, avait profondément changé. Il s'était attaché aux enseignements humains et religieux du respectable aumônier Pétigny. Il montra une grande résignation pendant les apprêts de la toilette. On prit soin de retranscrire ces dernières paroles. « Monsieur l'abbé, si on m'avait inculqué dès ma jeunesse les principes que j'ai puisés dans nos entretiens depuis 4 mois, je ne serais pas ici dans ce moment. » Peu après, il monta avec l'aumônier et les exécuteurs dans la charrette qui s'avançait avec peine au milieu de la foule et sous les flocons d'une neige abondante. « La terre sera froide, » dit-il en partant. Puis il continua d'écouter les paroles du ministre de Dieu. Après un trajet qui n'a pas duré moins d'une demi-heure, Delton et Grasset arrivaient au lieu de l'échafaud. En retrait de la foule massée, plusieurs équipages bourgeois stationnaient à peu de distance, en cachant à demi, derrière leurs stores baissés, des visages féminins venus ici chercher le spectacle des émotions sanglantes. Delton, faible et effrayé dans le début de sa détention, était devenu calme et décidé dans la conscience finale, tandis que Grasset s'était évanoui devant un bourreau. On relate que Delton, s'agenouillant sur la plateforme, est parti, adressant au ciel une prière, alors qu'il se livrait sous la conduite de ses exécuteurs. 2 secondes après, sa tête tombait. Il était 9 heures. La foule ne quittait pas la place, malgré le froid et la neige. Elle contemplait d'un regard avide le couperet, la bascule et surtout les paniers qui contenaient les restes mutilés de Delton et de Grasset. Puis, peu à peu, couvrant le silence, on entendait le pas des chevaux, des équipages repus de distraction qui s'éloignaient. 2 années plus tard, le 15 mai 1847, et bien avant la fin de sa réclusion, Gontard expire dans sa cellule de la prison de Clairvaux. Comme Jean-Pierre Delton, sa vie aura cessé à 23 ans. La justice des hommes était satisfaite.